Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau du programme de Terminal NSI, un chapitre vraiment fondamental, les protocoles de routage. L'objectif, il est simple, maîtriser RIP et OSPF. Et attention, il ne s'agit pas juste de savoir comment marche Internet pour la culture générale. Non, on est là pour acquérir la rigueur, les compétences techniques qui vont faire la différence le jour du bac. C'est un sujet qui est dense, qui demande de la précision, alors soyez bien concentrés. Allez, on commence. Regardez bien ce schéma. D'un côté, on a un client, de l'autre, un serveur. Et entre les deux, c'est un vrai labyrinthe de routeurs, c'est ça, Internet. La question qui a l'air toute simple comme ça, c'est comment on fait pour qu'un paquet de données trouve son chemin, le meilleur chemin, pour aller du point A au point B. Chaque routeur, à chaque carrefour, doit prendre une décision. C'est un peu comme un GPS en fait, il doit choisir la bonne direction, et ça, ce problème fondamental du routage, il n'y a qu'une seule façon de le résoudre, avec des algorithmes. Alors, pour y voir clair, voilà notre plan de bataille. D'abord, on va bien poser le problème du routage. Ensuite, on va décortiquer deux solutions, deux protocoles qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. D'abord RIP et ensuite OSPF. Et enfin, le plus important, on verra comment tout ça s'articule pour le bac, ce qu'on attend de vous. Bon, entrons dans le vif du sujet. Imaginez un routeur, il reçoit un paquet, sa seule mission, c'est de décider à quel voisin il doit l'envoyer pour qu'il se rapproche de sa destination. Pour faire ça intelligemment, il ne peut pas se baser sur une vieille carte en papier, vous voyez, un truc statique qui bouge jamais. Non. Il lui faut un système qui s'adapte en temps réel, comme Waze ou Google Maps, qui recalcule l'itinéraire s'il y a un bouchon. C'est exactement ça le rôle d'un protocole de routage. Et là, attention, c'est la définition à connaître sur le bout des doigts. Un protocole de routage, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un ensemble de règles, un langage, si vous voulez, que les routeurs parlent entre eux. Ils l'utilisent pour s'échanger des infos sur l'état du réseau, pour que chacun puisse se construire sa propre carte. Et cette carte, on l'appelle la table de routage. Le mot-clé ici, c'est « maintenir ». Parce que cette carte, elle n'est pas figée, elle est vivante. Elle doit s'adapter en permanence s'il y a une panne ou un changement sur le réseau. Allez, on attaque avec le premier protocole au programme RIP. Ça veut dire Routing Information Protocol. Sa philosophie est hyper simple, presque simpliste. Le meilleur chemin, c'est le plus court, en nombre de sauts, c'est-à-dire celui qui passe par le moins de routeurs possible. On appelle ça une approche à vecteur de distance. Et ce terme, vecteur de distance, vous devez l'encadrer en rouge. C'est un point essentiel, surtout quand on va le comparer à OSPF. C'est une question de bac typique. Alors, concrètement, comment ça marche ? Imaginez une sorte de bouche à oreille numérique. Chaque routeur ne parle qu'à ses voisins directs. Il leur dit « voilà les réseaux que je sais atteindre et voilà à combien de sauts ils sont de moi ». C'est tout. Pour RIP, la seule chose qui compte, la seule métrique, c'est le nombre de sauts, le nombre de routeurs à traverser. Que la liaison soit une fibre optique ultra rapide ou un vieux câble en cuivre tout lent, ça ne change rien. Un saut, c'est un saut. Reprenons notre schéma pour que ce soit bien clair. Au tout début, quand on allume les routeurs, R1 ne connaît pas grand-chose. En fait, il ne connaît que ce qui est branché directement sur lui, c'est-à-dire le petit réseau local du client et le câble qui le relie à son voisin R3. Sa vision du monde est ultra limitée, purement locale. Et voilà comment cette connaissance limitée se traduit dans sa table de routage au départ. Savoir lire ça, c'est une compétence absolument cruciale. Regardez, pour atteindre le réseau 10.1.1.0, il n'a qu'à passer par son interface ET0. Distance 1. Parce que c'est lui. Pareil pour le réseau 192.168.1.0 sur son interface WLAN 0. Et remarquez bien, la colonne passerelle est vide. C'est logique, puisqu'il n'a besoin de personne, pas d'intermédiaire pour atteindre ces réseaux. Et c'est là que le protocole RIP entre en jeu. Régulièrement, disons toutes les 30 secondes, R1 va envoyer sa table de routage à son voisin R3. Et R3, bien sûr, fait exactement la même chose. C'est grâce à cet échange constant que les routeurs vont, petit à petit, apprendre à connaître le réseau au-delà de leur propre connexion. Et voilà le résultat après cet échange. C'est ce mécanisme que vous devez absolument savoir décortiquer. R1 a reçu la table de R3. Et qu'est-ce qu'il a appris ? Il a appris que, par exemple, pour joindre le réseau 10.1.2.0, il doit passer par l'adresse 10.1.1.2. C'est l'adresse de R3. Et la distance ? R3 lui a dit « moi je suis à un saut de ce réseau ». Donc R1 se dit « ok, pour atteindre R3, ça me coûte un saut ». Et ensuite R3 met un saut. Total, 1 plus 1, ça fait 2 sauts. Et ce raisonnement, il s'applique de la même manière pour toutes les nouvelles routes qu'il vient d'apprendre. Bon, c'est simple, ça a l'air de marcher, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure solution ? Je vous pose la question. Pour aller au lycée, vous préférez prendre un petit chemin de campagne de 2 km plein de tracteurs ou une autoroute à 3 voies de 3 km ? Le chemin le plus court en distance, c'est pas toujours le plus rapide. Eh bien voilà, vous venez de mettre le doigt sur la limite fondamentale de RIP.
Alors, résumons les faiblesses de RIP. Il y en a plusieurs, et il faut les connaître. D'abord, il est lent, très lent à réagir quand il y a un changement sur le réseau. Ensuite, il est limité à 15 sauts, donc pour les grands réseaux comme Internet, c'est juste inutilisable. Mais son défaut principal, le vrai problème, celui qui le rend obsolète aujourd'hui, c'est qu'il est complètement aveugle à la qualité des liaisons. Pour lui, une autoroute de l'information en fibre optique et un petit chemin de terre, c'est pareil, ça vaut un saut. C'est pour ça qu'on a dû inventer des protocoles plus intelligents. Et ce protocole plus intelligent, le voilà, OSPF, pour Open Shortest Path First. Et là, on change complètement de monde. Sa logique est radicalement différente. On oublie le vecteur de distance, maintenant on parle d'état de lien. C'est l'autre grande famille de protocoles, et pour tout vous dire, c'est le standard qu'on utilise quasiment partout aujourd'hui dans les grands réseaux. Ce tableau, il résume parfaitement le match RIP contre OSPF. C'est vraiment le cœur de ce qu'il faut retenir. D'un côté, RIP, il a une vision locale, il ne voit pas plus loin que ses voisins, et sa seule mesure, c'est le nombre de sauts. De l'autre côté, OSPF, lui, il donne à chaque routeur une vision globale, une carte complète de tout le réseau. Et sa mesure, qu'on appelle le coût, elle est bien plus intelligente parce qu'elle dépend directement de la vitesse de la bande passante de chaque liaison. Mais alors comment il fait, OSPF, pour que tout le monde ait la même carte? C'est simple. Chaque routeur va inonder le réseau avec des messages qui disent « Salut, c'est moi, voilà mes connexions et voilà leur état ». En recevant tous ces messages, chaque routeur peut assembler le puzzle et reconstituer la carte complète du réseau. Et une fois qu'il a cette carte, là ça doit vous rappeler quelque chose du cours sur les graphes, il lance l'algorithme de Dijkstra pour calculer le meilleur chemin, le chemin le moins coûteux, vers toutes les destinations possibles. Ok, mais imaginez un réseau immense comme Internet. Si chaque routeur doit connaître la carte complète et la recalculer tout le temps, ça deviendrait un cauchemar. C'est pour ça qu'OSPF a une astuce, les zones. Comme on le voit ici, on peut découper un grand réseau en plus petites zones logiques. Ça permet de contenir les informations et d'éviter que tout le monde parle à tout le monde tout le temps. C'est une super technique pour que le système puisse grandir sans s'effondrer. On appelle ça la scalabilité. Revenons à ce fameux coût OSPF. C'est quoi au juste? C'est vraiment ça, la clé de son intelligence? Le principe est simple. Le coût est inversement proportionnel à la vitesse de la liaison. Plus une liaison est rapide, plus son coût est faible. Moins elle est rapide, plus son coût est élevé. Et comme l'algorithme de Dijkstra cherche toujours le chemin avec le coût total le plus bas, OSPF va donc naturellement choisir le chemin le plus rapide, même si ça implique de passer par plus de routeurs. Ok, on a posé les bases théoriques, maintenant la question à 1 million. Comment on transforme tout ça en points le jour du bac? C'est sans doute la partie la plus importante de ce cours, alors on se reconcentre bien. Le but, c'est de passer de la connaissance à la compétence, celle qui sera évaluée. Voilà la checklist de ce qu'il faut absolument savoir faire. Primo, lire un schéma réseau et repérer les sous-réseaux, c'est la base. Deuxio, expliquer avec vos mots la différence fondamentale entre RIP, le vecteur de distance, et OSPF, l'état de lien. Question de cours classique. Tertio, le plus technique, analyser une table de routage. On vous donne une table, une destination, et vous devez trouver par où le paquet va passer. Ensuite, savoir argumenter. Pourquoi choisir RIP pour un petit réseau simple et OSPF pour un grand réseau d'entreprise? Et enfin, le niveau expert, être capable d'anticiper comment une table de routage va changer après un échange d'infos. Si vous maîtrisez ces 5 points, vous êtes paré. Et retenez bien ceci. Pour les exercices de réseau au bac, il n'y a pas de place pour le « à peu près ». La rigueur est la clé. Chaque ligne, chaque chiffre dans une table de routage a une signification précise. Il faut être super méthodique. On lit la destination, on cherche la route qui correspond, on identifie la passerelle, c'est de la pure logique. Il faut être une machine. Pour que tout ça arrête d'être abstrait, il y a un outil génial que vous pouvez tous utiliser depuis votre ordinateur. Ça s'appelle Traceroute. Ouvrez un terminal, tapez traceroute google.com et vous allez voir en direct le chemin exact que prennent vos paquets pour attendre Google. Chaque ligne qui s'affiche, c'est un routeur, un saut, et chacun de ces routeurs a utilisé sa table de routage, sûrement construite avec OSPF, pour décider où envoyer votre paquet. C'est la preuve vivante de tout ce qu'on vient de voir. Alors, je vous laisse avec un dernier défi. La prochaine fois que vous regardez une sortie Traceroute, posez-vous la question. À chaque ligne, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du routeur? Quel algorithme il a utilisé? S'il a choisi ce chemin, c'est parce que sa table de routage, construite par RIP ou OSPF, lui a dit de le faire. Si vous arrivez à visualiser ça à chaque saut, alors je peux vous le dire, vous avez tout compris au routage. Allez, bonne révision à tous.